Voilà. Alors, donc, on travaille aujourd'hui sur théorie de l'attachement. Vous m'entendez bien, hein, il n'y a pas de souci. Théorie de l'attachement chez Bowlby. Donc, vous avez vu, ce cours reprend les éléments principaux des 3 tomes. On va les voir ensuite. Donc, attachement et perte, avec le premier volume qui est dédié à l'attachement, le second qui est dédié à la séparation, angoisse et colère, et le troisième qui est dédié à la perte, tristesse et dépression. On va parler de figures d'attachement, de matrices relationnelles primaires, des liens bien évidemment avec la santé mentale. On va parler du concept de base de sécurité ou de havre de sécurité. Et puis, un peu vers la fin, très légèrement, les questions de chagrin, haine, colère dans le deuil, la question du compulsive caring. Et puis je dirais quelque chose aussi du rapport des 1000 jours, puisqu'il est sorti, vous l'avez vu récemment, et malgré tout, il s'inscrit dans la mise en place de comment faire vivre cette réflexion des théories de l'attachement par les politiques publiques. Donc j'en dirai un petit peu quelque chose. Alors on va d'abord fonctionner avec 1, 2, 3, 4, 5 références. Je vous les ai listées, qui sont des articles assez panoramiques, didactiques, autour justement de Bowlby. Vous avez Morgan Wray, l'attachement comme système motivationnel. Vous avez Susanna Terreno et al. Donc il y a plusieurs noms, on y reviendra tout à l'heure, sur la théorie de l'attachement, son importance dans un contexte pédiatrique. Il y a celui de Barbey-Mintz du Gravier, origine et concept de la théorie de l'attachement. Aussi un autre sur Feuerhahn, Wolf, quand l'éthologie revisite la psychanalyse, la question de l'attachement entre Grande-Bretagne et France. Et puis un dernier qui est très très court, mais parce qu'il ouvre la théorie de l'attachement jusqu'à la question gériatrique, et pas que la question pédiatrique. Donc de Mistiki, Guédenet, quelques apports de la théorie de l'attachement clinique et santé publique. Donc on va passer au crible ces différents articles. Vous, bien évidemment, vous irez vous-même les récupérer si vous voulez davantage aller en profondeur. Et puis, ensuite, on verra Bowlby dans la langue, si j'ose dire, puisqu'on reprendra plus spécifiquement les trois tomes à partir donc de son... voilà. Donc, du Gravier. Alors, Bowlby, fondateur de la théorie de l'attachement, s'est très tôt intéressé aux conséquences, justement, comme vous voyez, des séparations précoces des enfants avec leurs parents. Et comme Winnicott, il va travailler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il publie une étude, vous voyez le nom de cette étude, 44 jeunes voleurs, leur personnalité et leur vie de famille. Et en 1951, à la demande justement de l'Organisation mondiale de la santé, qui travaille sur les conditions d'accueil des jeunes enfants, notamment en pouponnière, mais au-delà, il publie un rapport, Maternal Care and Mental Health, qui justement est là pour relier la théorie de l'attachement et puis bien évidemment toutes les structures de soutènement pour la santé mentale. Qu'est-ce que Bowlby? Il s'inspire des travaux des éthologues comme Lawrence, comme Harry Harlow, comme d'autres, mais notamment Lawrence, qui a, vous le savez, développé, entre guillemets, la théorie de l'attachement, mais du côté comment dire, des animaux, en développant le concept d'empreinte, notamment avec les oiseaux. Et effectivement, la théorie est le fait que l'individu, animal ou humain, s'attache au premier individu sur lequel il pose son regard, mais en fait, pas simplement sur lequel il pose son regard, c'est-à-dire ça part de là, mais ensuite, bien évidemment, se développe par une interaction qualitative, une théorie de l'attachement. Et tout l'enjeu, justement, ça va être de considérer que la théorie de l'attachement est un besoin primaire, essentiel à la survie de l'espèce, et que les bébés naissent avec une prédisposition innée
à s'attacher. Et que l'attachement vient justement être l'en-deçà, la théorie de l'attachement vient l'en-deçà du système motivationnel global de l'individu, et on va le voir ensuite, à partir des théories de l'attachement, le système exploratoire, c'est-à-dire la façon d'aller investiguer le monde, la connaissance, etc., est de fait est lié en tout cas à cette théorie de l'attachement, sécure ou non sécure, qui s'est posée notamment durant l'enfance. Bowlby réfute la théorie des pulsions et propose effectivement plutôt un ensemble de systèmes innés de comportement ou systèmes motivationnels favorisant les relations et qui sont corrigés quant au but par la réponse à l'environnement. Donc à quoi sert le système d'attachement? Il a pour but tout simplement, bien sûr, de favoriser la proximité de l'enfant avec une ou des figures adultes afin d'obtenir un réconfort, etc. Mais en gros, c'est très très winnicottien de toute façon, de retrouver un sentiment de sécurité interne et qui va lui permettre ensuite d'aller, encore une fois, découvrir et investir le monde. Romain Dugravier, quelques notions justement qui sont bien développées, origine et concept de la théorie de l'attachement. Lorsque les conditions sont perçues comme normales, l'enfant est alors libre de poursuivre d'autres buts et d'autres activités. Donc on voit bien que la théorie de l'attachement sécure, c'est le primat, le sol sur lequel on s'appuie pour ensuite produire une théorie du développement. Développement cognitif, développement émotionnel, développement social, etc. Le système d'attachement est actif tout au long de la vie. Donc, important là aussi, c'est quelque chose qui se joue de façon bien évidemment très forte dans la petite enfance, mais en fait qui est sans cesse réactivé ou désactivé tout au long de la vie. Mais malgré tout, c'est quelque chose qu'on peut réactiver aussi tout au long de la vie, c'est l'aspect positif de la chose. Les comportements d'attachement, pour obtenir cette proximité, le nourrisson use de divers comportements innés tels que sourire, vocalisation, la succion, le fait de s'agripper, les pleurs, la marche, etc., etc. Donc là encore, on l'a dit, le système exploratoire va se mettre en place grâce à ça. Quand le système d'attachement n'est plus activé, que l'enfant est rassuré, alors entre en jeu le système exploratoire grâce auquel l'enfant apprend sur son environnement, développe des capacités qui sont importantes, bien évidemment, pour les stades ultérieurs du développement. Qu'est-ce qu'une figure d'attachement ? La notion de caregiver. Les figures d'attachement, ce sont ceux qui ont cette fonction de caregiver, et selon Bowlby, avec 3 critères. Une personne prenant soin physiquement et émotionnellement de l'enfant, toujours la conjonction des deux, c'est vraiment handling and holding de Winnicott, voilà. La présence, la en fait, la notion de fiabilité est absolument déterminante dans les théories de l'attachement. Il y a à la fois, bien sûr, le qualitatif, mais en fait, la fiabilité, la sécurisation, le fait que je sais que cette personne est simplement là, c'est tout à fait important, présence importante, régulière dans sa vie, et ayant une présence et bien évidemment un investissement émotionnel. Base de sécurité ou havre de sécurité, la figure d'attachement de l'enfant représente la base à partir de laquelle il peut s'autoriser à explorer le monde environnant, et donc se construit à partir de cette base son aptitude exploratoire, son aptitude à explorer, qui repose donc bien sur la qualité des liens d'attachement. Et donc ça va être tout le travail de Bowlby de dire à quelles conditions nous avons des liens d'attachement de bonne qualité et comment les distinguer de liens d'attachement qui pourraient être pervers, toxiques, insécures, ambivalents, ambigus, parce qu'il n'y a pas nécessairement que le pervers, il y a aussi tout ce qui est en zone grise et qui, bien évidemment, va venir entacher le système exploratoire et la qualité du développement. Toujours chez Dugravier, différents styles d'attachement. Alors Mary Ainsworth, qui est une collaboratrice de John Bowlby, a défini les différents styles d'attachement, on en parlait à l'instant, l'attachement sécure, l'attachement insécure, évitant, et ambivalent, on va le définir mais très rapidement.
l'attachement résistant, et elle va chercher à les évaluer au travers d'une expérience qu'on appelle, cette expérience de 1978, qui s'appelle la situation étrange, qui a l'air comme ça, quand on la décrit, totalement, absolument barbare, puisqu'il s'agit de séparer les enfants des parents et de voir, tiens, comment ça se passe, je caricature. En fait, pas tout à fait, pas aussi long, on les sépare peu, quelques minutes pour ne pas créer de traumatisme, etc. Et on interroge, on cherche à interpréter ce stress, on regarde qu'est-ce qui se passe, 8 épisodes de 3 minutes, etc. etc. Bon, donc cette expérience-là a donné lieu à une typologisation tout simplement des réactions de l'enfant pour dire quelque chose des liens d'attachement avec les parents. Les styles d'attachement reflètent les prédispositions de l'enfant, son tempérament, la cohérence des réponses parentales, bien évidemment en situation aussi, hein, donc ça se joue des deux côtés. Ces différentes catégories d'attachement sont des stratégies adaptatives, sans conséquences psychopathologiques. Il est pourtant évident qu'avoir des stratégies attachnementales sécures, c'est bien évidemment un facteur de protection contre l'adversité, et on pourrait dire tout simplement un facteur de résilience. Et on le voit, hein, dans toutes les théories de résilience, lorsqu'on vous dit il faut trouver des tiers résilients, super, mais si vous avez une faille sur les liens d'attachement et sur la théorie de l'attachement, vous avez bien évidemment beaucoup plus de difficultés à identifier un tiers comme résilient, même s'il l'est, puisque vous êtes justement touché dans votre capacité de produire un lien d'attachement confiant, sécure. D'autres petites références, vous les reprendrez, hein, de toute façon, je ne vais pas tout faire parce que c'est assez long, mais qu'est-ce que l'attachement désorganisé? C'est quand l'enfant n'a plus aucune stratégie pour s'adapter aux situations de stress, qui lui est un style d'attachement qui est fortement corrélé avec effectivement une dérive psychopathologique. Attachement de type sécure, bien évidemment, qui va donner lieu à une meilleure estime de soi, à une capacité de faire appel lorsque l'on en a besoin, à une capacité d'exploration plus forte. Attachement de type insécure évitant, au contraire, où l'enfant ne sait pas appeler, ne sait pas donc trouver les moyens d'une aide, et donc résultat, son stress augmente, tendance à masquer sa détresse émotionnelle, parfois pour résister à ça, au contraire, se sentir invulnérable, stigmatiser autrui, enfin faire ce qu'on appelle des stigmatisations inversées. Voilà. Donc là, dans ce texte, dans l'article du Gravier, vous pourrez un petit peu revoir ces définitions de type insécure, emballant ou résistant, et comment on peut adopter des stratégies d'augmentation de fonctionnement du système d'attachement, ce qui est également l'attachement désorganisé. La notion de caregiving, Bowlby définit le caregiving comme le versant parental de l'attachement. Il représente, là encore, la capacité à prodiguer des soins, à s'occuper d'un plus jeune que soi, aussi bien de pourvoir à ses besoins physiologiques que ses besoins affectifs. Ce sont donc les comportements parentaux ayant pour objet de favoriser la proximité, le réconfort, lorsqu'ils perçoivent la détresse de l'enfant, capable d'apporter une réponse fiable, simple, à ce sentiment de détresse, pour éviter quoi? Pour éviter un sentiment de morcellement, pour éviter un sentiment de panique. Là, je passe, c'est juste, mais c'est pour, si ça vous intéresse, de voir comment la théorie de l'attachement a été un peu réceptionnée en France par rapport à un succès qui était déjà préexistant en Grande-Bretagne. Et dans ce texte-là, justement, Feuilleran explique comment sépare le truchement du psychologue français René Zazzo dans un article intitulé « L'attachement, une nouvelle théorie sur les origines de l'affectivité » qui en 1972, par le biais en plus de ce que lui appelle un colloque imaginaire, pas vraiment un colloque imaginaire, c'était plutôt, une série d'échanges épistolaires, et par cette série d'échanges épistolaires, il y a différentes
échanges, rencontres qui ont été mis en place entre 53 et 56 sous l'égide justement de l'Organisation mondiale de la santé, et résultat ensuite dans la reproduction d'un article de tout ce qui s'était passé à ce moment-là, seulement dans les années 72, il y a eu un phénomène tout d'un coup où les psychologues français, et les théoriciens français, et les psychiatres français se sont davantage intéressés à ces théories de l'attachement et à ce lien entre éthologie et psychiatrie. Donc voilà, donc juste pour rappeler le point ici important qui a été posé par Sadzo, expliquant quelle est la découverte de Bowlby. La recherche de proximité avec la mère serait un besoin primaire, et donc Bowlby rétablirait de la sorte la liaison depuis longtemps brisée ou négligée entre l'enfance animale et l'enfance de l'homme. Sadzo nomme cela la jonction mémorable entre la psychologie de l'enfant et l'éthologie. Et donc, on a, c'est le thème de l'empreinte, et ça renvoie bien évidemment aux travaux de Lorenz sur la théorie de l'empreinte, qui met au jour, nous l'avons dit, un mécanisme d'attachement que l'on retrouve chez les nouveau-nés de certaines espèces d'oiseaux ou d'autres mammifères. Et dans les conditions normales, l'animal s'attache fortement à sa mère, mais cette disposition innée peut s'actualiser sur n'importe quel objet mobile qui lui sera présenté au cours de cette période, permettant cet attachement. Donc, voilà. Et donc, bien évidemment, qu'est-ce que les recherches de Lorenz insistent sur l'antériorité de l'amour-tendresse sur l'union physique, qui trouveraient leur pendant dans la nature primaire de l'amour, la force irrépressible du besoin d'attachement de l'enfant, et invaliderait, entre guillemets, le primat freudien de la pulsion sexuelle sur l'amour. Et dernier point dans ce texte, cette découverte, écrit René Sadzo dans le texte de l'article de Feuilleran, le présupposé philosophique est sans doute aussi politique fondamentale de la psychanalyse. C'est quoi? C'est que la théorie de la pulsion freudienne, qui est plutôt centrée sur l'individualité biologique, en fait, on bouge vers la thèse qu'on trouve chez Bowlby, qui est que l'objet d'amour, l'objet d'amour n'est pas qu'un moyen de se satisfaire et de se perpétuer. En fait, on a véritablement le fait qu'on considère, au contraire, que l'homme est un être social, et la théorie de l'attachement serait un témoignage scientifique du fait que nous sommes d'abord un animal social. Donc c'est en gros le cheminement, entre guillemets, de l'article conduit Sadzo à considérer que Bowlby aide à rappeler que si la théorie de l'attachement est un besoin primaire inné de l'homme, c'est-à-dire que la sociabilité fait partie du biologique. C'est ça la découverte, entre guillemets, plus anthropologique de Bowlby, et qui renforce une forme de transcendance du social, dit Sadzo, par rapport à l'individuel biologique. Là, c'est le texte, avant d'en venir plus directement à Bowlby, mais qui reprendra tout ce qui a été dit là, mais vous l'entendrez avec ses propres, son propre vocabulaire. Donc là aussi, un article très développé, Théorie de l'attachement, son importance dans un contexte pédiatrique, Susanna Terreno et al. La thèse maintenant classique développée par Bowlby en 1958, lors de sa première formulation de la théorie de l'attachement, est que l'attachement du bébé à sa figure d'attachement a pour base un équipement comportemental constitué par un nombre déterminé de réponses instinctives qui l'orientent vers la figure d'attachement, et
Bowlby a identifié 5 de ces réponses qui apportent une contribution spécifique au développement de l'attachement: sucer, attraper, suivre, pleurer et sourire, qui sont des comportements de signalisation. Et ces comportements deviennent intégrés et dirigés vers la figure d'attachement au long de la première année de vie, donnant lieu à ce qu'il a désigné comme les comportements d'attachement. Et en 1969, il présente une version reformulée de sa thèse initiale en reconnaissant que des formes plus élaborées de comportements d'attachement peuvent s'organiser dans ce qu'il appelle un système comportemental d'attachement. On passe. La disponibilité de la figure d'attachement s'accompagne bien évidemment du développement d'une expérience par l'enfant, d'une sécurité de l'attachement. Le développement des relations d'attachement développe. Le contexte de vie d'un enfant est une composante absolument déterminante pour le développement des systèmes comportementaux permettant la formation de l'attachement. Et une phrase de Bowlby qui dit, voilà, quand l'enfant naît, l'enfant n'est absolument pas une tabula rasa, c'est le contraire de cela. Au contraire, le bébé est né équipé avec un nombre de systèmes prêts à être déployés lors de stimulation environnementale. Et comme nous l'avons mentionné précédemment, quelques-uns de ces systèmes comportementaux constituent les piliers de sustentation du développement de l'attachement, parmi lesquels nous soulignons les fameux 5 que nous venons de nommer. Les patterns d'attachement, là aussi, qui sont développés, bien définis aussi dans l'article. Bowlby, donc le développement favorable de l'attachement étant important pour la santé mentale, il devient impératif, je l'ai dit tout à l'heure, de distinguer qu'est-ce qu'un développement favorable d'un développement défavorable, et bien évidemment de connaître quelles conditions favorisent l'un ou l'autre. En se basant sur la perspective du développement de l'attachement, nous pouvons faire 2 hypothèses pour atteindre ces objectifs. 1, les différences relatives à la qualité des soins, qui bien évidemment vont entraîner des différences dans la qualité de l'attachement entre les 2 personnes, donc la régulation dyadique entre, par exemple, la mère et l'enfant, entre le parent et l'enfant. Les différences dans les patterns d'attachement, qui vont influencer l'autorégulation émotionnelle de l'individu. Donc ça, c'est vraiment très important, parce que on voit que 1, ça régule le 2, ça régule le 1, le thymique de l'émotionnel, et bien évidemment, 3, ça régule le système exploratoire. Donc on a vraiment les 3 points. Ainsworth a beaucoup contribué à l'apport des études de l'attachement, notamment en 3 domaines: le concept de base de sécurité, l'importance du rôle de la figure d'attachement, la notion de sensibilité maternelle aux besoins et aux signaux du bébé. Puisque bien évidemment, c'est pour ça que souvent Bowlby dira aussi que l'enfant éduque, entre guillemets, le parent, puisqu'il va, par des interactions constantes de qualité avec l'enfant, il va être aussi plus à même de trouver et de répondre, d'être plus ou moins sensible, de mieux reconnaître ces fameux signaux donnés par le bébé. La notion de base de sécurité désigne le fait, pour la figure d'attachement, de représenter un support à partir duquel le bébé peut explorer le monde avec confiance. J'ai vraiment l'impression de retrouver Winnicott lorsque Winnicott dit la mère donne à l'enfant le sentiment que voilà, il peut aller à l'encontre du monde tranquillement, paisiblement, sans être avec une détresse ou une angoisse de morcellement. La perception intérieure d'une relation sécure avec la figure d'attachement fonctionne comme un ancrage qui permet au bébé d'activer son système d'exploration. On l'a bien vu. Hop, je passe, mais juste pour vous dire que là, dans ce texte, on reprend vraiment l'expérience de la situation étrange en expliquant, donc je l'ai juste noté là, les signaux de désorganisation de l'attachement, par exemple, chez des bébés de 12 à 18 mois. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Mouvement, expression non dirigée, stéréotypie, mouvement asymétrique, posture anormale, mouvement, expression de stupéfaction, immobilisation, lenteur, expression d'appréhension, de peur, etc. Donc voilà.
Petit rappel sur le fait dans ce texte que les études transculturelles plaident en faveur de l'universalité de l'attachement, même si après les signaux peuvent être plus ou moins, patternisés selon les cultures, mais il n'empêche qu'il y a une universalité de la théorie de l'attachement. Présence des principaux patterns d'attachement dans l'enfance, dans diverses cultures et contextes sociaux. Le caregiving caractérisé par l'indisponibilité émotionnelle et le rejet chronique est en lien avec une relation insécure évitante. L'évitement est associé à 4 aspects principaux du comportement maternel: le rejet chronique, le rejet spécialement communiqué par des réactions au contact corporel proche, la colère contenue. Donc ça, par exemple, il y a beaucoup de choses là-dessus sur la colère contenue du parent qui est ressentie et qui vient mettre à mal, bien évidemment, ce qui paraît assez logique d'ailleurs, le lien d'attachement. Donc c'est pas que une maltraitance, etc. C'est tout ce qui peut être en sentiment de l'effort des mères pour contrôler leur colère, mais lorsqu'elles n'y arrivent pas et qu'elles sont notamment exaspérées. Donc voilà. Là, attachement et psychopathologie, des éléments. Les perturbations de la relation d'attachement ne sont pas considérées comme des perturbations propres à l'enfant, mais comme des marqueurs relationnels d'un processus pathologique et comme un facteur de risque pour la survenue d'une pathologie subséquente. Et là encore, description des patterns insécures qui peuvent contribuer à augmenter la vulnérabilité face à la dépression. Donc là, on voit non seulement tout ce qui vient toucher la qualité d'un développement chez l'enfant, mais qui en fait impacte et nous rend plus ou moins fragiles devant une vulnérabilité face à, encore une fois, la dépression, ou encore vers une impossibilité de maintenir des stratégies d'attachement cohérents, parce que précisément dans l'enfance, on a été touché par ça. On le voit très très bien dans tout ce qu'on peut appeler les systèmes abandonniques, ou les questions de dépendance affective, très clairement. On voit cette chose tout au long la vie. La thèse maintenant classique développée par Bowlby lors de sa première formulation de la théorie de l'attachement est que l'attachement du bébé à sa figure d'attachement a pour base un équipement, on l'a vu ça tout à l'heure, donc ça c'est bon, je peux passer. Et puis voilà, là aussi on a vu cela, donc on peut passer sur la situation étrange et puis les différents types comportements d'attachement. Donc là aussi on l'a vu, les perturbations de la relation d'attachement avec comme facteur de risque pour la survenue d'une pathologie subséquente. L'attachement insécure qui prédit de manière significative la symptomatologie à l'adolescence. Le rappel que les relations d'attachement sont en même temps spécifiques à chaque personne, même s'il y a une universalité, bien évidemment, de la théorie de l'attachement. Et que les bébés construisent des patterns de relations d'attachement différents avec des donneurs de soins distincts. Et la qualité de chaque relation dépend, bien évidemment, de la qualité de l'interaction et du soin. Là, avant dernier petit texte auquel vous pouvez vous référer, mais qui là fait monter, je l'ai dit tout à l'heure, la théorie de l'attachement sur la question des personnes âgées. Donc le texte de Mysticky Gedney, l'attachement est un phénomène universel chez les humains. Bowlby a conceptualisé l'attachement comme un système motivationnel, c'est-à-dire un système génétiquement programmé qui met à contribution l'environnement pour se développer. Et dans une perspective évolutionniste, la fonction adaptative du système d'attachement vise la protection des petits, ce qui contribue à la survie de l'espèce. Donc vraiment, on a un lien direct
on pourrait nous dire le principe d'individuation, la qualité du principe d'individuation et les théories de l'attachement, mais bien évidemment dans une approche beaucoup plus éthologique, darwiniste, etc., la théorie de l'attachement est un des versants actifs du maintien de la survie de l'espèce. Dans cette perspective de psychologie sociale, encore une fois, Horowitz, Bartholomew, sécure, préoccupé, détaché, craintif, etc. Ces catégories ne délimitent pas seulement des attitudes vis-à-vis de l'autonomie et de l'intimité dans des relations d'attachement, mais elles contiennent également une vision tacite de soi-même et des autres. Le style d'attachement représente une variable individuelle interagissant avec la régulation émotionnelle et le coping. Donc notre manière, nos modes d'ajustement au stress, là aussi, selon Bowlby et puis tous ceux qu'on vient de nommer, sont directement liés à cette qualité qui s'est jouée, ces liens d'attachement et cette théorie de l'attachement. En ce qui concerne les personnes âgées, ce n'est que très récemment que la recherche attachmentiste ou attachmentale s'est intéressée à elles. Dans les démences débutantes, les patients luttent contre le sentiment d'insécurité en ayant recours précisément à des figures d'attachement tangibles. Plus l'expérience subjective de vulnérabilité et d'étrangeté devient permanente avec l'évolution de la démence, et plus le patient va se fier à une source interne de sécurité, à savoir, par exemple, la croyance que ses parents sont toujours en vie, par exemple. Bon. Et la question, c'est bien évidemment de voir comment on peut transférer vers une relation soignant-patient une théorie de l'attachement et éventuellement comment ça peut venir sécuriser. Le style d'attachement du patient va conditionner la recherche d'aide auprès des professionnels de santé. Donc comment on peut, dans nos institutions, utiliser ces théories de l'attachement pour produire tout simplement un soin plus conséquent et surtout pour lutter contre le sentiment d'insécurité assez typique de ce type de troubles cognitifs et de troubles émotionnels. Alors, voici plus spécifiquement, mais qui reprend ce que l'on vient de dire, donc 3 gros volumes, vous les avez peut-être vus au PUF. Premier volume, Attachement et perte, qui renvoie à des écrits de 58 à 63, où justement donc, Bowlby rappelle qu'en 1950, l'ONU lui demande d'être consultant pour les questions de santé mentale des enfants errants, enfin sans foyer, qu'il va donc chercher à établir ce lien entre santé mentale et relations stables, intimes et continues avec un parent ou avec une figure d'attachement, en l'occurrence ici la mère ou un substitut maternel stable. Les nombreux effets pervers de la perte de la mère, ce qu'on appelle la déprivation, l'intensité de la détresse et de l'infortune, l'étendue de la durée du trouble, la grande angoisse de séparation, le détachement inhabituel. Donc il travaille sur qu'est-ce que les conséquences de cette, entre guillemets, déprivation. L'enjeu, là aussi, de montrer que c'est un besoin primaire. Donc, phrase de Bowlby, la faim de l'enfant envers l'amour de sa mère est aussi grande que sa faim de nourriture. La prime enfance, c'est-à-dire les 5 ans, ce qui est posé chez Freud comme le moi immature, qui est précisément à ce moment-là incapable de résistance, qui n'arrive pas à résoudre les problèmes dont il pourrait plus tard, justement, il peut plus tard trouver la solution. Justement, c'est dans ce moment-là de prime enfance, on pourrait dire, alors c'est pas du tout ce que pense Lévinas, mais ça me fait penser à ça lorsque Lévinas parle de subjectivité tendre. C'est-à-dire que voilà, on a un moment, si vous voulez, où on est, voilà, c'est comme si la coquille, l'enveloppe n'existait pas encore, le principe d'individuation n'existe pas encore, donc d'où la nécessité de produire une enveloppe viable, psychiquement viable, physiquement viable, par justement
la figure d'attachement et des liens d'attachement qui, d'une certaine manière, enserrent le sujet qui est en train de se construire. Donc, appareil psychique est régi chez Freud par le principe d'inertie. Donc, je passe là-dessus. Donc, où est-ce qu'il fait ses premières observations? Dans les nurseries de Hampstead. Et qui était d'ailleurs là aussi où Dorothy Burlingham, Anna Freud avait aussi fait ses premières observations sur les phases de séparation des jeunes enfants, des nourrissons, des jeunes enfants, et puis qui avait interrogé comme ça ces phases de protestation, de désespoir, voire de détachement. Et puis il y a bien évidemment, on l'a dit tout à l'heure, tous les travaux de l'éthologie qui l'ont inspiré. Il y a beaucoup de pages dédiées dans ce premier tome au comportement d'attachement chez les singes rhésus, chez les babouins, les chimpanzés, les gorilles. Et donc il y a des pages entières sur la manière dont il y a les signaux des singes qui vont être plus ou moins dirigés vers telle ou telle figure. Et donc, voilà, et comment ça s'organise dans les communautés de singes rhésus, et puis ensuite comment on vient interroger le comportement d'attachement chez l'homme, comment il y a cette recherche de l'interaction de la part de l'enfant par justement l'activation de signaux, les pleurs, le sourire, etc., le fait d'agripper, la succion, l'appel par le cri, la première utilisation des mots, mais toujours se rappelle qu'en fait l'attachement est véritablement pas du tout qu'un besoin, puisque on va voir par exemple très 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 tôt des théories de l'attachement entre enfants, entre nourrissons, c'est-à-dire entre deux petits nourrissons, deux enfants qui eux-mêmes témoignent un certain type de lien qualitatif et donc construisent leur développement, leur être aussi par rapport à ça, et pas simplement parce que ils ont immédiatement besoin, mais voilà. Et ça fait écho, là encore, c'est un écho avec un grand pas de côté, mais à une phrase de Sénèque que j'aime particulièrement lorsque Sénèque parle ça doit être dans Lettres à Lucilius, mais lorsque Sénèque parle de l'amitié, de qu'est-ce que l'amitié pour le sage, et il dit « le sage n'a pas besoin d'amis, il les désire ». Donc voilà, c'est-à-dire de ne pas être dans cette idée que nécessairement l'autre est l'instrument de quelque chose, d'une faille, d'une dépendance, d'un besoin, mais que non, c'est simplement le désir de l'altérité, le désir de la filia. Bon, c'est toujours bon, de toute façon, c'est des vieilles, des vieux sujets sur jusqu'où l'altruisme est désintéressé. On a aussi tous les grands spécialismes de l'altruisme en considérant est-ce que l'altruisme c'est véritablement la conscientisation de l'altérité ou est-ce que le fait de m'intéresser à autrui m'auto-conserve également, bien évidemment. Donc on sait très bien qu'il y a un intérêt de l'altruisme, bien évidemment. Mais on voit aussi très très bien qu'il y a aussi un intérêt de l'égoïsme et que donc l'altruisme n'est pas de l'égoïsme, que c'est quand même quelque chose d'un peu plus gracieux que... voilà. Donc, développement de ces comportements d'attachement, de ces liens électifs, voilà, la mise en place de liens électifs dès le plus jeune âge est quelque chose de terriblement protecteur, et ce, bien évidemment, tout au long de la vie. Et oui, le comportement d'attachement est une matrice d'un comportement social, bien évidemment, et bien évidemment la matrice d'un comportement exploratoire, au même titre que le jeu.
Alors là aussi, donc vous voyez que les attachements et pertes, donc là dans le deuxième tome, La séparation, angoisse et colère, qui est des textes un peu plus tardifs, 1976. Alors là, justement, on renvoie à, comment dire, je vous ai mis quelques petits éléments, par exemple, lorsqu'on diagnostique un retard à s'attacher, et on voit très bien qu'il y a un retard à s'attacher qui peut être un retard d'ailleurs de développement qui est inséparable souvent d'un retard de développement cognitif, hein, les deux sont, et qui arrive souvent notamment chez des enfants élevés dans une institution dit Bowlby impersonnelle, où quand il y a eu un déficit de la matrice maternelle, et résultat, il y a à la fois un retard à s'attacher, mais il y a aussi de l'irascibilité, un manque de sentiment de sécurité dans l'attachement, de l'abandonnique, de l'angoissé, une fébrilité plus forte au dépressif, etc. Il est essentiel à l'équilibre mental du nourrisson et du petit enfant qu'il puisse vivre d'une façon continue une relation chaleureuse avec sa mère ou le parent, la femme qui lui tient en permanence yeux de mère, une relation dans laquelle tous deux puissent trouver bonheur et satisfaction. À l'appui de cette conclusion, bien des névroses, des troubles caractériels doivent être rattachés à la privation des soins de la mère ou aux intermittences de la relation de l'enfant avec sa figure maternelle. Dérive sur délinquance, déterminisme. Alors là, attention, parce que bien évidemment, il y a eu toute une grosse, vous le voyez bien évidemment venir, toute une attaque justifiée aussi, donc à nous de nous prémunir bien évidemment d'une vision caricaturale de Bowlby qui viendrait tout d'un coup produire un déterminisme socio-psychique, affectif absolument terrible avec repérage des cas dans l'enfance. C'est pas du tout ça l'enjeu. Hein. L'enjeu, c'est au contraire de savoir qu'il y a cette subjectivité tendre, pour reprendre le terme de Lévinas, et en même temps les dangers de liens d'attachement trop insécures et qui produisent ensuite des stratégies totalement inopérationnelles, cognitives et émotionnelles d'adaptation à l'environnement. C'est tout simplement cela qu'il faut poser. Et de voir également comment nos institutions, quelles qu'elles soient, peuvent se saisir de ça pour être des milieux capacitants, pour être des milieux justement qui viennent, alors que généralement les milieux institutionnels vont se considérer comme ça n'a pas de sens de se poser la question des théories de l'attachement. C'est du domaine de l'intime, c'est du domaine. Or non, ce qu'on dit là, c'est que bien évidemment, c'est ce que connaît par cœur la psychothérapie institutionnelle aussi, hein. Séparation, angoisse et colère, donc là c'est plutôt un tome qui est bien évidemment basé sur toutes les peurs, les douleurs, et qui vient comme ça traquer toutes les situations problématiques chez l'enfant. Alors, et qui vont créer une surdépendance, un attachement angoissé, dû justement à cette imprévisibilité du lien, l'impact de la désertion parentale, les effets pervers de l'excès de gratification libidinale. Voilà, quand vous cherchez une définition pour tiens, qu'est-ce que c'est que trop gâter son enfant, c'est l'excès de gratification libidinale. Toute la différence, c'est très important, entre ce qu'on peut appeler une colère fonctionnelle et une colère dysfonctionnelle. Je dis ça parce que des apports bénéfiques de la colère, des apports bénéfiques à un moment donné de quelque chose qui dit stop, et qui peut être voilà, totalement, on voit très bien ce que ça veut dire, ça maintient un lien. Et puis, dans une dispute, en tout cas, ça vient poser un acte de frontière qui fait que cette frontière fait que le tout se maintient, parce que justement, il n'y a pas du borderline, il n'y a pas du débordement, mais bien évidemment, colère dysfonctionnelle, hurlement, irascibilité qui n'a pas accès à sa propre
justification et donc malveillance, etc. Des passages sur la phobie de l'école, comment lire, pourquoi, qu'est-ce que cette phobie de l'école, est-ce que c'est celle de l'angoisse de séparation? Oui, peut-être, mais donc ça peut dire quelque chose bien évidemment d'un trouble du lien d'attachement avec le parent, mais ça peut dire aussi quelque chose de plus basique, hein, sévérité du professeur, difficulté d'apprentissage, agressivité des autres enfants. Donc voilà, c'est à la fois, dit-il, des rationalisations de la part des adultes, mais il n'empêche que le refus de l'école, voilà, c'est dans les tout petits âges, ça dit vraiment quelque chose des théories de l'attachement. Après, en revanche, on peut avoir des choses qui renvoient au dysfonctionnement de l'institution en tant que telle. Mais le refus de l'école sur les tout petits âges se joue visiblement aussi avec les angoisses parentales. Et là, il dresse des schèmes d'interaction familiale pathogène qui empêchent en fait la séparation sécure. 6 caractères problématiques, ce qu'il appelle l'amorale, perception erronée des situations sociales, des autres et de soi-même, faible aptitude à se fixer des buts clairs et réalistes, contrôle faible des impulsions, niveau émotionnel hostile et immature, l'habilité émotionnelle enfantine qui mobilise trop d'énergie, refus d'accepter la retenue ou les préceptes positifs de la société, sentiment de culpabilité inefficace. Bon, ben, je ne suis pas amorale, puisque le sentiment de culpabilité est très efficace chez moi, trop. Donc, voilà. Autre profil qu'il vient, définir, ce qu'il appelle l'intermédiaire amoral habile, l'habile, l'impulsif qui se sent fautif, le conformiste, l'irrationnel consciencieux. Bon, voilà, alors l'habile, s'en tirer avec un minimum d'effort, obtenir le maximum de satisfaction, mais en même temps un désir vague par ailleurs au sens d'un investissement et d'un engagement assez léger. Les impulsifs qui se sentent fautifs, qui ne sont pas maîtres chez eux, qui s'estiment mauvais, manque de considération envers eux-mêmes, le conformiste, qui est une hostilité forte, très contrôlée, et conscience punitive forte, incapable d'exprimer spontanément ce qu'ils désirent, ils ont des faibles satisfactions, ils ont un surmoi uniquement composé par « ne fais pas ça ». Voilà. Absence de logique et d'intelligence par rapport à l'observation du monde, dépourvu de direction interne, l'irrationnel consciencieux, conscience puritaine, degré notable d'hostilité généralisée, comportement automatique, hostilité refoulée latente, enfin bref, on a toute une typologie des comportements défaillants qui sont là aussi bien définis et qui sont liés à ce qui s'est passé notamment dans l'enfance entre des foyers, certains permissifs, laxistes, qui vont par exemple donner ce qu'il appelle les enfants habiles, ou l'incohérence comme caractéristique des familles des enfants amoureux, par exemple, qui n'ont ni confiance, ni approbation, pas de discipline cohérente, pas de sécurité, d'où finalement une haine active, dit-il, chez l'enfant. Les familles des 2 derniers caractères, qui sont les 2 caractères bien intégrés, le bien intégré au degré de logique, d'amabilité et d'impulsion altruiste, avec une forte autonomie, une bonne intégration des pulsions majeures, une spontanéité, capable de différer leur plaisir, donc capacité de sublimation, et puis le rationnel altruiste, qui est émotionnellement mûr, pas de besoin de suivre aveuglement les conventions pour se sentir en sécurité, donc une espèce de relation un peu souple, pas de psychorigidité, libre de faire usage de toute leur énergie émotionnelle. Et donc les familles de ces 2 derniers caractères sont comment ces familles? Voilà, vous les avez là, donc prenons des voilà, confiance et approbation mutuelle entre l'enfant et les parents. Les parents acceptent l'enfant tel qu'il est et lui offrent beaucoup d'affection et de louanges. Les parents font confiance au jugement de l'enfant, ne cherchent pas à le surveiller de trop près.
L'enfant se sent libre de discuter des problèmes avec ses parents. Tout ça, c'est Bowlby dans le texte. Donc je vous ai vraiment pas, c'est pas moi qui, c'est vraiment du littéral. Il l'encourage à se faire des amis. Donc on voit très très bien que vraiment l'un des points essentiels des familles sécures, c'est l'accompagnement dans l'autonomie, l'accompagnement dans la séparation sécure, quoi. L'encourage à se faire des amis, accueille les amis, relations agréables, harmonieuses, régularité de la routine, donc très important, les ritualisations, la cohérence globale, quoi. Prévisibilité du moment d'intervention et de la nature des actes d'autorité des parents, donc en gros la lisibilité de l'autorité, surtout pas de l'autoritarisme, mais le fait d'avoir un système cohérent d'autorité. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, aucun souci avec la sévérité à partir du moment où elle est cohérente, où elle est proportionnelle, où elle est... Voilà, au contraire, même. Elle permet de poser tout simplement des piliers. Participation fréquente des membres de la famille à des activités communes. Bon, voilà, tout ça a l'air d'une platitude, mais pour Bowlby, voilà ce qui permet justement de faire en sorte, d'avoir le système exploratoire le plus achalandé, développé possible, d'avoir une capacité la plus forte avec le jeu et donc des stratégies d'adaptation par rapport au stress dans la vie, d'être le plus susceptible de faire face à des angoisses de séparation, donc de ne pas se morceler par rapport à des temps d'adversité qui de fait vont advenir, etc., etc. Et puis bien évidemment il y a des passages sur le fait de reproduire, c'est-à-dire que souvent bien évidemment le parent lui-même qui a été l'enfant insécure, etc., est plus ou moins capable de s'extraire de cette reproduction-là. Donc tout l'enjeu étant de voir comment la société peut venir aider pour éviter qu'il y ait répétition du lien d'attachement dysfonctionnant. Troisième tome, La perte, tristesse et dépression, donc plutôt écrit dans les années 80. Alors je termine juste, les familles des enfants conformistes, ce sont des foyers autocrates et punitifs, dans lesquels règne la méfiance. Si le parent est incohérent, alors l'enfant sera amoral. Et si le parent est plutôt cohérent, alors là on aura de l'irrationnel consciencieux, en tout cas dans les familles conformistes. Famille des irrationnels consciencieux, une discipline très sévère, trop sévère, sous-entendu. Et donc, résultat, on a une atteinte sur la confiance. Famille des enfants rationnels altruistes, partage et engagement des parents, routine régulière sans rigidité, cohérence de la discipline, lisibilité de l'autorité, tolérance possible, possibilité de discuter des normes, très important, compréhension mutuelle, soutien, voilà. Là aussi un petit passage sur Winnicott, un état adulte de dépendance mûre, la maturité et la capacité d'être seul impliquent que l'individu a eu l'opportunité, grâce à des soins matériels adéquats, de se construire une croyance en un environnement sans danger. Graduellement, l'environnement qui soutient le soi est intériorisé. Il s'agglomère à la personnalité de l'individu, ce qui produit, selon le langage winnicottien, une capacité d'être effectivement seul. Et là, c'est un terme de Waddington sur le thème de homéorésie, pour indiquer la stabilisation, non pas d'une constante, mais d'une voie de changement particulière au cours du temps. Si un événement vient modifier le système homéorétique, les mécanismes de contrôle ne le remettent pas au point où la modification est apparue, mais à celui qui l'aurait atteint peu après. Alors, un point là dans ce texte, plus spécifiquement sur le deuil, puisque le troisième tome va venir aussi interroger le traumatisme de la perte, souvent sous-estimé chez l'enfant.
alors qu'il peut y avoir une longue durée de l'affliction, des conséquences nocives sur le fonctionnement de la personnalité et son développement. Le sentiment abandonnique, les détachements inappropriés, donc là aussi des études sur le deuil du parent chez le jeune enfant, donc il y a des points là-dessus, et puis au-delà du jeune enfant, 4 variantes pathologiques du deuil, ce qu'il nomme le languissement inconscient pour la personne perdue, reproche inconscient à l'égard de la personne perdue mêlée à des auto-accusations conscientes et souvent incessantes. Ce que je vous avais dit tout à l'heure, vous vous souvenez, avec le compulsive care, donc c'est ça qu'il appelle le compulsive care, les soins compulsifs à d'autres personnes et qui parfois peuvent être une conséquence d'un deuil qui n'arrive pas à se faire. Et puis bien évidemment la question du déni, refus persistant de croire que la perte est définitive. Voilà pour ce point-là. Et puis dernier point avant de dire quelque chose du rapport. Alors, là, c'est dans le texte, des pages qui renvoient au rôle de la colère et de la haine dans le deuil, à quoi sert le chagrin, et donc le rappel toujours avec, et qui n'est pas sans évoquer l'approche évolutionniste de la dépression. À quoi sert la dépression? Pourquoi la dépression se maintient tout au long de la théorie de l'évolution à ce point-là? Il y a un phénomène de sélectivité. On dirait donc à quoi ça sert? Donc là, est-ce que la position de Chant sur le chagrin, c'est est-ce que le chagrin a un rôle dans la survie de l'espèce humaine? Est-ce que justement c'est une manière tout simplement d'exprimer la nécessité d'être protégé, d'être accompagné, donc d'être dans des logiques de coopération. Donc ça, c'est faire reconnaître par les autres son besoin d'être aidé. Donc comment je fais reconnaître par les autres de manière forte mon besoin d'être aidé? Est-ce que est-ce que c'est aussi ça le rôle du chagrin? Des points, des pages sur la phase de deuil chez l'adulte, là aussi, qui viennent, on a ça c'est assez connu sur les modèles du deuil, avec des phases spécifiques, le déni, le refus, la colère, l'acceptation, enfin il y a plein de modèles, je ne les ai pas là, mais plein de modèles bien posés, des cycles qui viennent expliquer qu'est-ce qu'un deuil. Là, chez Bowlby, il va parler d'abord d'engourdissement interrompu par accès de détresse intense, donc ça c'est les premiers temps, phase de languissement et de recherche de la personne perdue, phase de désorganisation et de désespoir, phase de réorganisation qui est inséparable du renoncement définitif à tout espoir que la personne perdue puisse être récupérée, redéfinition de soi-même à la fin, qui nécessite l'abandon des affects et la détermination d'un nouvel acte cognitif. Il s'agira de... Voilà. Et ça, c'est une des choses les plus compliquées, on le sait bien dans les deuils pathologiques, c'est qu'à un moment donné, oui, il y a comme presque un sentiment de trahison des individus par rapport à l'être aimé perdu, comme s'ils les abandonnaient et renonçaient à la douleur de la perte serait ressenti parfois comme une trahison, comme une dernière trahison par rapport à celui qui est parti. Or, c'est hélas, dans ce renoncement définitif à tout espoir se situe aussi la possibilité d'une redéfinition de soi-même et la possibilité tout simplement de réactiver ce qu'on pourrait dire le système exploratoire.
qu'opposant de la séquence de la phase de la recherche de la personne perdue, se déplacer sans cesse en explorant du regard l'environnement, penser intensément à la personne perdue, développer une série perceptuelle concernant la personne, à savoir une disposition à percevoir, à ne prêter attention qu'à des stimuli qui suggèrent la présence de la personne, ignorer tous ceux qui n'ont pas de rapport avec ce but, diriger son attention uniquement vers les parties de l'environnement où la personne a des chances de se trouver, appeler la personne perdue. Donc voilà, donc on voit très bien ici comment il y a un travestissement du système exploratoire qui, en gros, ne veut tilter, ne veut être activé que par des réminiscences qui voilà, font que tout d'un coup on retombe dans ce deuil chronique ou dans ce qu'il peut appeler le compulsive caring, persistance de la colère et du ressentiment dans le deuil pathologique, momification, et puis bien évidemment, il faut faire attention bien évidemment à ce qu'il appelle les précipitants d'un effondrement, très classique, la date anniversaire. Voilà. Une autre perte, donc à l'occasion d'une autre adversité, d'un autre sentiment de perte, bien évidemment se réveille la perte inaugurale et les différentes pertes, l'atteinte du même âge, etc., etc. Conditions associées à la mort qui rendent le deuil plus compliqué, période prolongée de soins, déformation et mutilation du corps, disparition du corps, bien sûr, manière dont la nouvelle a été apprise, relation des parties au moment de la mort. Il y a des passages, par exemple, sur, bien sûr, des verbatims sur des personnes qui se disputent, qui ne se parlaient plus, et bien évidemment, ça entache directement la manière dont va être conduit le deuil par la suite. Fréquence d'un deuil infantile parmi les patients en psychiatrie infantile et psychiatrie adulte. Donc ça, c'est un point que Bowlby note, malgré tout. Donc il y a eu souvent, chez les patients en psychiatrie infantile et voire psychiatrie adulte, à un moment donné, une perte, un effondrement plus saillant, et notamment, bien sûr, une atteinte avec une figure d'attachement. Dernier point, je vous ai listé juste pour que vous ayez, là encore, qu'est-ce qu'on raconte dans ce rapport des 1000 premiers jours que vous trouvez, hein, là aussi, tous les articles sont en ligne et également ce rapport. Donc, commission qui avait regroupé 18 experts sous l'égide de Cyrulnik, des neuropsychiatres, des spécialistes de l'éducation, de l'éveil des enfants, des acteurs de terrain, de l'accompagnement social des parents, des cliniciens, des spécialistes de la grossesse, sages-femmes. L'enjeu, c'était quoi? C'était de formuler un discours de santé publique cohérent sur la question des 1000 premiers jours, donc, là où se forme notamment cette question des théories de l'attachement. L'interaction de l'enfant avec les personnes et le monde qui l'entoure favorise son développement cognitif et affectif. Je vous ai mis ici essentiellement tout ce qui est mis au point pour que vous ayez des idées. On va des points sur le développement social, cognitif et affectif du bébé, qui est précoce, qui est complexe, le développement des interactions sociales et de l'attachement, la coadaptation entre le bébé et ses parents, l'apprentissage par le langage, par le jeu, le mode de vie et l'environnement sain qui posent les fondements d'une meilleure santé, et notamment d'une santé mentale, mais pas que, tout au long de la vie, et d'un meilleur développement de l'enfant, des passages sur le sommeil des enfants, des passages sur l'allaitement, quoi d'autre, la question de la dépression périnatale, totalement sous-investie selon ce rapport, pas assez travaillée, pas assez accompagnée, pas assez de sensibilisation ambitieuse auprès des familles sur ces questions de théorie de l'attachement, pas de lieu. Donc c'est pour ça qu'ils veulent également travailler à la création d'une maison des 1000 jours, lieu ressource pour la parentalité, pour le développement et des échanges autour de ces théories de l'attachement. La mise en place d'un parcours, le parcours 1000 jours. Qu'est-ce que c'est que le parcours 1000 jours? C'est tout simplement un accompagnement. Proposer un accompagnement personnalisé aux parents
durant spécifiquement cette période, mettre à disposition des informations pertinentes, bien sûr, recevoir des formations, et pas simplement des informations, avoir des exercices et des notions clés sur le développement de l'enfant, disposer d'un espace de dialogue avec des professionnels, mais aussi avec des autres parents sur ces différentes questions, mais également des ressources pour éviter ce qui est posé là, c'est-à-dire l'épuisement parental. Donc, il y a des pages assez conséquentes sur partage d'expériences entre pairs, entraide, accompagner tous les parents dans leurs besoins et favoriser leur sentiment de compétence et de confiance. Prêter attention aux signes d'épuisement parental. Je l'ai dit tout à l'heure, mieux identifier les dépressions postpartum. Donc voilà un petit peu, là aussi, des événements. Repérer précocement les signes de développement atypique chez les très jeunes enfants et favoriser le dépistage, l'accompagnement, l'inclusion des enfants montrant des anomalies de la trajectoire neurodéveloppementale durant ces 1000 premiers jours. Donc il y a une stratégie, c'est un texte de santé publique, hein, donc il y a une stratégie de repérage à l'école, il y a une stratégie de repérage en médecin de ville, il y a une stratégie auprès des parents et de la communication auprès des parents. Bon, voilà, il y a un gros passage bien sûr sur théorie de l'attachement et violence conjugale. Donc mieux repérer les situations de violence conjugale afin de mieux protéger puis prendre en charge les femmes et les enfants victimes. Il y a des passages également sur les parents en situation de handicap, des passages sur les situations de familles en grande précarité pour voir comment on peut les rendre plus familières avec justement la protection entre guillemets de liens d'attachement qui ne viendraient pas souffrir trop de ces liens de ces systèmes de précarité qui bien évidemment ont une incidence forte. Des travaux sur les congés de naissance, sur les structures d'accueil, comment on peut faire en sorte que les deux parents soient bien évidemment les plus opérationnels possibles pour développer ces liens d'attachement. Voilà un petit peu tout ce que vous avez dans ce texte. Je laisse ici juste les slides un peu. Voilà, les connaissances autour de l'importance des liens précoces ont montré que le bébé est aussi initiateur de la parentalité, consacrant une part importante de son activité à s'assurer de la proximité et de l'attention de ses parents, gage de son sentiment de sécurité. Assuré de leur disponibilité, de leur réponse ajustée à ses besoins, il est plus libre de découvrir le monde. Ses connaissances ont été enrichies de recherches sur la vie mentale des bébés, leur curiosité, mode de pensée et créativité qui permettent les extraordinaires apprentissages dont ils sont capables. Bien sûr, le langage y occupe une place cruciale. Bien sûr, le jeu. Donc on a, le langage bien sûr, mais aussi la physique des objets, le nombre, la géométrie, la navigation dans l'espace, ainsi que la cognition réflexive, comme avoir une conscience du monde, une connaissance de soi et des autres. Les enfants ont une appétence sociale dès la naissance, donc là encore, avec une préférence pour les stimuli sociaux, visage et corps humain, mouvements biologiques, voix, comportements qui leur sont adressés. Ils sont attentifs lorsque les adultes leur parlent et vocalisent plus souvent lorsque les adultes parlent autour d'eux. Dès 4 mois et demi, ils ont compris que la parole sert à transmettre une information et à exprimer des émotions. Ils organisent donc activement leur comportement en fonction de leur environnement et font preuve de capacités de régulation qui doivent être étayées pour qu'elles se développent de manière optimale. Donc ça, c'est vraiment du Bowlby quasi dans le texte et qu'on sort, c'est-à-dire la théorie de l'attachement posée, et donc le texte renvoie à qu'est-ce qui se passe à partir de entre 0 et 4 mois, qu'est-ce qui se passe dès 7 mois,
Alors là, on a un affectio societatis qui se développe de manière très grande. Ils sont sensibles à la conformité au groupe, à l'aide apportée entre membres du même groupe. 18 mois, les enfants peuvent aider de façon efficace, altruiste. Donc voilà, les jeunes enfants sont donc rapidement des acteurs du monde social. Et ils sont particulièrement motivés pour y participer. Et plus on les fait participer, plus on active leur système exploratoire et plus on active leur système de développement. Enfin, tout ça semble... Bon, voilà, mais malgré tout, nos écoles ne sont pas quand même totalement basées sur ça. Hein, donc on peut quand même bien améliorer cela. Il formule des messages inventifs en direction des adultes, des sons vocaux, puis des mots, des phrases, des mimiques, des gestes en lien avec leur expérience. La conscience de soi, ainsi que de son propre état de connaissance se développe. Cette synchronie des interactions parent-bébé est une source de plaisir pour l'adulte, très important aussi bien évidemment pour l'adulte et pour le bébé. Le bébé est conscient de la satisfaction donnée à l'adulte. Le nourrisson s'attache aux personnes qui répondent rapidement, chaleureusement et de la façon la plus adéquate possible. Ce lien d'attachement sécure est un important facteur de protection pour assurer le développement, la santé mentale et physique de l'enfant à court et moyen long terme. Voilà un petit peu des passages sur la place du virtuel et des écrans. Attention, bon, c'était un passage un peu obligatoire sur le fait que il y a beaucoup de contenus qui se disent éducatifs, mais il y a très très peu d'évaluation de ces contenus. Donc c'est pas Vaderetro Satana, mais c'est quand même attention. Quel est le grand, c'est bien connu, bien évidemment, d'exploration à la fois cognitive, sociale et de l'attachement, c'est bien évidemment le jeu, grand territoire qui commence dès les premières semaines de la vie, c'est l'autre grand vecteur crucial du développement de l'enfant. Par les essais-erreurs que permet le jeu, le jeune enfant organise sa pensée en répétant ses expériences passées, en mimant des histoires, situations pour en explorer les devenirs possibles. De nombreuses sociétés scientifiques de pédiatres s'alarment sur la diminution du temps du jeu des enfants, notamment l'Académie américaine de pédiatrie qui a formulé pas mal de recommandations à l'attention des pédiatres sur l'importance d'encourager les parents et de soutenir les éducateurs afin qu'ils accordent une place bien plus importante au jeu dans le curriculum préscolaire. Considère également que les médias, la pression scolaire n'encouragent pas suffisamment la curiosité, l'action, l'apprentissage, le jeu social chez les enfants. Et c'est vrai que les parents, quand vous interrogez les parents, ils jouent de moins en moins avec leurs enfants parce qu'il y a des problématiques de temps, etc. Or, on sait à quel point c'est déterminant. Il y a des passages sur le rôle de la nature, avec le fait de, système exploratoire à l'extérieur. Donc le rôle de l'extérieur, du jeu en extérieur, mais tout simplement du monde, profiter d'espaces moins contraints, moins artificialisés, ça diminue le stress, ça diminue les comportements agressifs des adultes et des enfants. Donc comme ça, c'est donc de l'intérêt, bien évidemment, d'aller faire un tour en forêt. J'espère que vous ne saviez pas et j'espère que vous découvrez grâce à moi cela. La socialisation est donc un processus bidirectionnel avec une part active de l'enfant, mue par le désir de connaître le monde dans lequel il a sa place et renforcée par le plaisir des parents à voir leur enfant progresser. Donc ça, c'est intéressant aussi dans les théories de l'attachement, c'est, je dirais, cette dialectique qui se joue entre les deux systèmes de satisfaction. Et qui, fondamentalement, c'est ce qu'on peut appeler une co-régulation physiologique et émotionnelle. Très importante et qui permet bien évidemment à l'enfant de se développer, mais aux parents de rester humains et bien vivants. Voilà, est-ce qu'on a autre chose ? Des choses plus... des passages plus compliqués sur, vous voyez, les violences conjugales, les violences éducatives ordinaires. Là aussi, il y a un gros passage sur les violences éducatives ordinaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous renvoie
à un cours qui avait été fait il y a longtemps, au tout début d'année, on était encore à l'Hôtel Dieu, sur Alice Miller, sur ce qu'elle appelle la pédagogie noire, le fameux « c'est pour ton bien », hein, elle en a fait des... Voilà. Je ne vais pas redire ce que j'avais dit à l'époque sur le personnage ambivalent elle-même d'Alice Miller, ce serait trop long à développer ici, et comme souvent les cordonniers, etc. Donc, mais malgré tout, des pages totalement éclairantes sur la pédagogie noire et sur le fait de se parer des meilleures intentions pour produire des éducations maltraitantes. Et qui, de fait, extérieurement, ne le sont pas nécessairement, mais voilà, les violences ordinaires éducatives qui se maintiennent encore de façon très forte, en pensant bien faire, parfois. Ils sont des vieux enfants du patriarcat, et puis de la violence des familles. La grossesse et la période périnatale sont une période très à risque concernant les violences subies par les femmes. Elles débutent souvent lors de la première grossesse, donc on a beaucoup de cas. C'est un facteur souvent déclenchant. Hein, il n'y avait pas il pouvait ne pas encore y avoir des coups, et tout d'un coup, la situation de grossesse va déclencher. Car, voilà, dans 40% des cas, elle redouble au cours de celle-ci. Les stress périnataux, prénataux, néonataux et très précoces, c'est-à-dire compris dans le concept des 1000 premiers jours, ont des effets sur la construction de l'architecture cérébrale au niveau neuronal et synaptique, avec des impacts significatifs à long terme sur le développement, le comportement, la cognition, les capacités relationnelles et affectives. Ils peuvent impliquer un risque psychopathologique à long terme, sur la base de vulnérabilités acquises et de trajectoires individuelles de développement. Il existe également un risque de transmission intergénérationnelle du traumatisme secondaire à l'exposition à la maltraitance et aux violences interpersonnelles et domestiques. Le risque relatif d'être victime de violences conjugales est augmenté de 3 fois si on a été victime de violences physiques dans l'enfance et de 5 fois si on a été victime de violences sexuelles dans l'enfance. Bon, donc il y a pas mal un peu de statistiques sur cela. Encore une fois, c'est un rapport donc, de santé publique donc, qui fait tout un passage sur le lancement d'une campagne structurée de communication, sur la création justement des 1000 jours comme grande cause nationale, la création d'une semaine des 1000 jours qui s'inspirait de la semaine du bébé, et puis le fameux parcours des 1000 jours qui propose un accompagnement personnalisé aux parents. Donc vous voyez, voilà, des sessions d'information, des informations, un carnet de santé enrichi permettant de disposer dès la naissance des informations clés sur le développement de l'enfant, etc., etc. Et puis des thématiques clés, dépression postnatale, rappel de l'interdit des violences éducatives ordinaires. Je ne sais pas, vous l'avez peut-être entendu, c'était encore là aussi, elle l'avait dit il y a longtemps, mais elle l'a redit encore récemment à la radio, je crois que je l'ai entendu sur France Inter, peut-être dans un podcast, je ne sais plus, mais le docteur Ray Salmon de l'Hôtel Dieu qui revient encore sur les bébés secoués, sur le fait qu'il y a encore un très très grand, non seulement un maintien des bébés secoués, mais avec des courbes qui de nouveau quand même sont là, sont fortes. Pourquoi et ce, au travers de différentes classes sociales. Donc là, très clairement, je sais que le docteur Ray Salmon avait été très intéressé justement pour voir comment on pouvait travailler à accompagner les parents, notamment sur les 1000 jours, pour leur faire comprendre à quel point c'était terriblement dommageable, comment ça détruisait quantité de choses de manière irréversible parfois chez les enfants qui avaient été bien évidemment secoués de manière délirante, intempestive. Donc voilà un petit peu la création d'un entretien prénatal précoce. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme idée? La maison des 1000 jours. Quoi d'autre? Le fait de pouvoir bénéficier d'un accompagnement à domicile, des visites à domicile pour une intervention plus individualisée et surtout comprenant davantage l'environnement dans lequel
s'épanouit l'enfant et la famille. Et puis des choses également sur théorie de l'attachement et enfants prématurés. Et là aussi comment dire, des travaux sur cette question, qui sont les pays qui ont déjà un peu travaillé sur ces programmes dits des 1000 jours, l'Australie, les États-Unis, la Finlande, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Donc si vous vous intéressez à ça, regardez les dispositifs qui ont été mis en place dans ces différents pays pour justement former les professionnels à ces questions, former les familles, créer des institutions, des parcours, etc. Dernier point, oui, il y a mieux identifier et prendre en charge les dépressions périnatales, on l'avait dit, les troubles psychiques sévères des parents. Les dépressions périnatales sont répandues, 10 à 15% de la population générale, elles sont sous-diagnostiquées. Seuls 40 à 50% des dépressions seraient ainsi diagnostiquées, alors que les femmes sont en contact régulier avec divers professionnels de santé. Les grossesses chez les femmes présentant un trouble psychiatrique, sont ainsi souvent caractérisées par un suivi médical inadapté ou insuffisant, etc. Des choses, bon, je l'ai dit tout à l'heure, sur la situation des familles en grande précarité, des choses sur également le système des congés de naissance qui doit être réformé, bon, là aussi avec une ouverture plus forte pour le père ou le second parent. Les comparaisons internationales montrent que la durée du congé paternité français est courte. Donc que là aussi, si on est dans un benchmark entre guillemets international, on se rend compte qu'on peut on peut faire évoluer le congé parental et voire même mettre en place des congés parentaux d'éducation, etc. 77% des mères salariées considèrent que la parentalité est insuffisamment prise en compte dans l'organisation du temps et des lieux de travail. Donc, vous voyez, théorie de l'attachement, ça peut aller jusqu'à se poser la question tiens, au fait, comment est accueillie la parentalité dans le monde du travail. Des travaux qui sont rappelés dans ce rapport sur plus le congé paternité est long, plus la sensibilité du père ou du second parent à l'enfant est grande. On parle d'alliance coparentale pour évoquer la mesure dans laquelle les parents travaillent en équipe pour élever leur enfant, ou plus formellement le degré de coordination qu'ils atteignent lorsqu'ils réalisent une tâche commune. Voilà, donc là, vous pouvez relier ça à toute la question aussi de la charge mentale. Hein, le fait on sait très bien que les théories de l'attachement seront d'autant plus, les liens d'attachement seront d'autant plus qualitatifs qu'il y a un système plus égalitaire entre les parents. Et puis également faire monter, on l'a dit tout à l'heure, nos institutions, travailler sur une qualité des modes d'accueil, un enjeu majeur pour le développement socio-émotionnel, psychomoteur et cognitif de l'enfant, ainsi que la lutte contre les inégalités sociales. Et par exemple, en France, les résultats de l'étude de cohorte EDEN, étude des déterminants du développement et de la santé de l'enfant, donc 1500 enfants qui ont été suivis, ont montré que les enfants qui avaient fréquenté au moins pendant 1 an un mode d'accueil collectif avaient moins de problèmes émotionnels, moins de difficultés relationnelles avec leur père, montraient plus de comportements prosociaux que ceux restés à la maison avant l'entrée à l'école maternelle. Je vous renvoie, c'est ce qui est écrit. Là, j'avoue que je n'ai absolument pas de possibilité de nier. En tout cas, c'est les résultats de cette étude-là. Les derniers rapports internationaux, comme ceux de l'UNICEF ou de l'OCDE, soulignent l'importance d'agir dès la petite enfance en offrant des services éducatifs de qualité avant l'entrée à l'école. En effet, la mise en place précoce de pratiques éducatives conduit bien évidemment à une très large palette de bénéfices pour toute la société. Voilà. Ça ne s'arrête jamais. Il
il y a encore... Non, c'est le dernier slide. Là, c'est plutôt une partie dans le rapport sur la théorie de l'attachement, mais programme de recherche autour de ça, qui est, dit-il, la France possède encore trop peu d'équipes travaillant sur la période des 1000 jours. Et donc, c'est une invitation aux institutions CNRS, INSERM, universités à investir davantage ce domaine. Pourtant, il existe des équipes de renommée internationale en pédiatrie, néonatologie, neurosciences, sciences cognitives, psychologie du développement, psychologie et psychopathologie de la périnatalité, de la parentalité. Mais voilà, on peut grandement améliorer la connaissance sur les premiers 1000 jours de l'enfant et investir sur la recherche fondamentale et appliquée. D'où la volonté de créer, ça serait pas drôle, des instituts des 1000 jours qui associeraient la recherche appliquée et fondamentale à la formation initiale et continue sur le développement cognitif, neurologique et socio-émotionnel de l'enfant depuis la grossesse jusqu'à... Voilà. Développer un centre national d'évaluation des pratiques, mais dédié aux 1000 jours, créer des services gratuits en lien avec les universités et lieux de formation délivrés à la population, comme l'exemple des cliniques-écoles, largement présentes, par exemple, dans les pays d'Amérique latine. Moi, j'ignorais ce dispositif de clinique-école, qui rendent service à la communauté et servent également aussi de lieu de formation privilégié pour les étudiants dans les filières qui seront en contact avec la population générale. En périnatalité et petite enfance, ces cliniques-écoles pourraient offrir des groupes de parole, soutien pour les parents, des interventions de guidance parentale, des consultations, des thérapies, des cothérapies, des bilans de développement, des bilans et des séances d'orthophonie et de psychomotricité. Enfin voilà, on a vraiment une espèce de création de structures hybrides comme ça, entre... voilà, pour essayer de faire vivre de manière plus conséquente cette théorie des 1000 jours. Voilà.